suis vraiment content qu'il ait accepté mon invitation. Il est un peu comme une légende dans le death metal, non seulement au Québec, mais à travers le monde. Lord Worm, Dan Greening qui est avec moi. Salut, comment ça va? Ça va pas pire. Dan, pour commencer, je veux qu'on apprenne un peu, qu'on revisite, disons-le comme ça, ta carrière ensemble. Cryptopsy, ça a été le groupe un peu qui t'a mis sur la map, c'est le groupe auquel tu as participé en commençant. Comment tu es devenu un chanteur de death metal et tu as réussi à faire la voix que tu as aujourd'hui, autrement dit, avoir une voix un peu d'outre-tombe, une voix qui est assez particulière pour le genre de musique que tu as fait toute ta carrière. Je pense que ça pique ma curiosité de savoir comment tu es devenu Lord Worm en réalité. Là. OK. J'étais ami avec, je le suis encore, ami avec Steve Thibault, qui là était à Calgary. Il avait commencé un band avec un drummer, Mike Atkin, qu'on appelait Moose. Puis on a commencé la band OCD, Obsessive Compulsive Disorder, qui était plus hardcore. Puis Steve, sachant que j'écrivais des paroles pour des tunes qui n'existaient pas. Puis ils aimaient. Ils trouvaient assez lugubre. Il m'a demandé, veux-tu faire un try-out, venir faire du vocal? J'ai dit, alright. Puis c'est avec des paroles de Moose que j'ai commencé. Puis là, j'ai commencé à écrire mes propres. Donc on jammait ensemble, puis ça a commencé comme ça. Là, on a trouvé que le nom de OCD était trop hardcore. Steve a trouvé le nom Necrosis. On était quelques années Necrosis avant de jouer aux États avec deux autres bands du nom de Necrosis. On a décidé, name change is in order. Alors, on est devenu, pendant ce temps-là, Moose est parti, on a pris Flo. Ça, c'était en 91. Là, on a trouvé le nom de Gomorrah. On était Gomorrah pendant 2 semaines avant de rejouer aux États, puis Flo avait un fanzine, puis name Gomorrah. OK, name change. On est devenu Cryptopsy. Mais la voix, dans le temps, early Cryptopsy, on jamais, pas dans le même local, mais dans le même corridor de local de musique avec Cataclysme. C'était Sylvain Hood qui m'avait suggéré de faire moins de voix thrash metal et plus death. J'ai dit, c'est moment. Alright. C'est même suggéré, on m'a bien essayé. Puis dans ce temps-là aussi, DSI venait de publier leur premier album, puis Glenn Benton avec ses voix multiples. J'ai trouvé ça cool. Donc c'est comme ça. On parle de texte lugubre, on parle de ta voix, on parle d'un type de musique qui est quand même relativement agressif, on va se le dire, même si ça l'apporte bien du bonheur, on s'entend. Mais qu'est-ce que tu avais à libérer comme rage? Est-ce que c'était une recherche d'adrénaline ou c'était vraiment une rage que tu avais besoin d'expulser? Non, ça va être prétentieux à dire, c'est pas vraiment comme ça, mais c'est à peu près comme le method acting. Okay. Si tu veux, des acteurs, les Shakespeareans. You just have to emit. So that's what I do. All right. On demande de faire quelque chose, donc je le fais. S'ils veulent ça, big brassy and loud, OK, on le faire. Je suis capable. Comment Dan Greening devient Lord Worm? Comment ce nom-là est né? Comment la création de ce personnage-là mythique est née? Le nom vient d'un autre ami, un monsieur Ian Raybould, qui dans le temps était un sorcier, entre autres. Okay. Mais il était sans abri. Donc il est venu habiter chez moi quelques mois, puis il m'a promis que he offered his services as my butler. Ouais, donc un sorcier qui était mon butler. C'est lui qui a trouvé le nom. L'affaire de manger des verres de temps, ça c'est venu d'un autre de nos amis du band, un monsieur Greg Giroux. C'est lui qui m'a donné mon premier calice. Mais toutes les affaires, la tombe aussi, ça c'était suggéré de Steve Thibault. Tous mes accoutrements, c'est du monde dans nos entourages qui me disait, fais ci, puis essaye ça, puis moi je disais, yeah, all right.
fallait qu'il soit game, là, pareil. On s'entend, on parle de manger des vers de terre qui sont vivants. Autant c'est d'un côté, on regarde ça, côté théâtral, côté spectacle, l'idée est originale, c'est vraiment bon, c'est audacieux, mais d'un autre côté, il faut quand même que tu le manges, le ver de terre, puis il est toujours bien vivant. Ben, faut pas croquer. Ça serait comme, tu sais, croquer des goldfish, ça se fait pas. You swallow them whole, you don't chew them. Mais on a des vidéos de personnes, d'habitude des gars, qui savaient pas, puis you see these people chewing worms, and no, they don't like it. Il y a des fortes chances qu'ils n'aient pas trop apprécié. Quand on regarde votre carrière avec Cretopsy, bon, il y a eu des départs, il y en a eu 2, on va parler des albums aussi, mais je veux t'entendre sur, première des choses, sur l'album None So Vile, qui est assurément une pièce d'anthologie du monde de la musique. C'est un album qui est extraordinaire d'un bout à l'autre. C'est un album qu'on ne se tanne pas d'entendre. C'est un album qui, encore aujourd'hui, plus de 20 ans après, ça joue et les gens le vendent, cet album-là. Comment ça a été créé, cet album-là, et pourquoi, selon toi, cet album-là est aussi puissant encore aujourd'hui? OK. On avait le guitariste Dave Gallia, ex de Reactor, pendant un bout de temps, dans le temps de Necrosis, puis les débuts de Cretopsy, qui a été remplacé par John Levasseur. Puis tout le monde le sait, il est absolument excellent. Puis quand il écrit une tune, c'est pas comme tout le monde. Puis c'était pendant un bout de temps devenu versus Steve Thibault, qui lui avait comment dire, sa puissance plus pas pour dire classique là, mais un peu plus comme tout le monde. Pas pour dire que c'était pas bon, c'était excellent. J'aimais la musique à Steve. La musique à John, je la comprenais moins. Donc, c'était plus un challenge pour moi. Mais les deux, c'est pas qu'ils s'entendaient pas, mais John voulait prendre de l'importance. OK, fine. Puis Steve aimait moins ça parce qu'il était là depuis le début, puis c'était lui le gérant du band. Il était notre booking aussi. Donc, il voulait garder ça à sa façon. Mais côté musique, John prenait plus d'ampleur, puis Steve est parti. Donc, on s'est trouvé, moi, un guitariste, donc on a trouvé Miguel Roy, excellent. Mais les deux styles, Steve puis John, Steve était plus gros métal, mais populaire. Donc, Morbid Angel, Deicide, puis dans le grind, Napalm Death, Pestilence. John était plus underground. C'était plus, pas plus travaillé, pas plus étudié, mais juste vraiment différent. He came from another direction. Puis, None So Vile, vraiment, c'est le produit de ces deux-là. Moi, je dis que c'est à peu près 50% Steve et John qui ont fait les tunes chez Graves of the Fathers, ça c'est Steve. Puis, Orgiastic Disembowelment, ça c'est 100% John. On voit que les deux tunes sont complètement différentes. The approach to metal. Donc, c'était plus le chaos dans le band qui a fait cet album-là. Et puis aussi, on était dans une petite compétition assez friendly avec Cataclysm. Eux avec leur Northern Hyperblast, puis nous avec notre Death Grind. Voir qui pourrait faire l'album le plus extrême à ce point-là. Donc, eux, ils ont sorti leur Temple of Knowledge, puis nous autres, None So Vile. Donc, entre le chaos dans le band puis la compétition avec Cataclysm, ça a donné ça. Quand il arrive un album comme ça, un album qui est mythique, il y a comme un autre côté de la médaille, c'est que là, tu sors un album qui est acclamé par la critique, je reprends, qui est acclamé par la critique, mais tu as également un album qui est apprécié par les fans, et tu as une certaine pression ensuite d'avoir de quoi d'aussi bon, sinon meilleur par la suite. À quel point cet album-là, il y a eu un côté noir, entre parenthèses, par la suite, pour le reste du band? C'est que moi, je suis parti pas longtemps après. Puis Mike DeSalvo est venu chanter au lieu de moi.
qui était une bonne décision parce que lui a amené le band encore plus haut que moi, je trouve, côté touring, puis popularité, puis critique. Donc pendant des années, je faisais autre chose, pas de musique, puis je savais pas qu'est-ce qui arrivait avec Cryptopsy. Donc c'est devenu mythique, mais moi je ne le savais pas. Ils m'ont révélé ça en 2003 quand ils m'ont redemandé de les rejoindre pour faire le Once Was Not. Donc pendant ce temps-là, pendant quoi? 7-8 ans, je ne savais même pas qu'est-ce qui arrivait avec Cryptopsy. Ton album retour, Once Was Not, quand tu regardes le parcours justement où il y a eu une absence de ta part de Cryptopsy et tu repars, on va dire, avec de nouvelles bases avec cet album-là, es-tu satisfait du produit que tu as offert? Oui, mais je veux dire, une affaire, l'album, 10 des 11 tonnes avaient déjà été composés et ils m'ont mis ça sur un CD. Puis ils m'ont demandé, OK, Once Was Not, c'est le titre, puis c'est le concept, c'est un album concept, c'est pas Pink Floyd The Wall, c'est Cryptopsy Once Was Not. Fais ce que tu peux, mais il faut que ça soit comme ça. Alors moi j'ai mon CD, puis j'ai mon imagination, ça a pris des mois avant de faire 10 tunes, puis là il m'arrive avec une 11e. Puis il a fallu composer elle aussi. Puis je suis satisfait, mais disons que j'étais pas là. Ils m'ont donné du préfabriqué, puis OK, mets tes couleurs. All right. Ouais, c'est un peu plus dur, j'imagine, à travailler parce que justement, on t'arrive avec une idée quasiment déjà établie et tu dois travailler avec ça. C'est quand même pas nécessairement très, très évident, là. Le premier album de Rage Nucléaire était comme ça aussi. OK. C'était du préfabriqué. J'étais là pour la composition du deuxième. Ça, c'était cool. On retourne sur Cryptopsy puis on va revenir par la suite sur Rage Nucléaire. C'est bien, Dan. Bon, avec Cryptopsy, vous avez eu, comme tu le mentionnais tantôt, 2 départs. Le deuxième, c'était pour des raisons de santé. Ça a-tu été dur pour toi de prendre cette décision-là? C'est que, comme j'ai dit, ma vie, c'est 50 ans et plus de dire OK à tout le monde. Donc, ils veulent un chanteur, OK. Ils veulent des paroles, all right. Ils veulent du théâtre, des performances, OK. Donc, c'est pas que je suis obéissant, mais si mes amis veulent quelque chose, ben, all right, moi le faire, si je peux. Mais moi, en tant que tel, faire de la musique, all right, c'est cool, mais c'est pas ma vie, c'est quelque chose que j'ai fait dans ma vie. Donc, faire du touring, j'aimais vraiment pas ça, mais je l'ai fait. Être en studio, c'est fatigant. Donc, quand on a fait Non-Sauveur, tout ce que je me souviens, c'est que je buvais du Glenlivet. C'est tout ce que je me souviens. Okay. À part la soirée où il fallait que Éric Langlois fasse le piano pour Fogo File. Ça a pris des heures. On était fatigués. Oh my fucking God. Mais bon. Mais donc, pour résumer, faire de la musique, je le fais parce qu'on me demande, mais c'est pas mon affaire. Le monde me dit que je le fais bien, alright, thanks, mais c'est pas mon affaire. 2 dernières questions sur Cryptopsy. Tu as partagé la scène avec Matt Megaki et je me rappelle, dernièrement, j'ai fait une entrevue avec lui. Il me mentionnait que quand j'ai pris la place de Lord Worm, ça a été vraiment difficile. Le groupe a décidé d'y aller dans une autre direction avec The Unspoken King. J'ai essayé de crier le plus possible. Ça sortait pas nécessairement à ce moment-là. Par la suite, je pense que c'est quand même considérablement amélioré. Puis aujourd'hui, il y a vraiment un produit d'une très grande qualité, humble avis. Tu as partagé la scène avec lui. Comment ça a été? Ça se peut-tu que j'ai fait ça 2 fois? Je sais que j'ai fait le EVMTL en 2011, à Montreal, puis un autre festival dans l'ouest du Québec ou dans l'est de l'Ontario, dans le bout de Rigaud, je pense en 2012 ou 2013. C'est pas que j'ai partagé la scène avec. C'est que j'étais derrière la scène. Là, j'attendais mon cue. Là, c'était mon tour de faire ce que j'avais appris, ce qu'ils m'ont demandé de faire. Alors, je pense qu'on avait déjà mis ça peut-être 2 fois. C'était pas long. Je pense un medley d'une coupe de vieilles tunes crypto du temps de Blasphemy Made Flesh.
disons que j'étais pas conscient d'être sur scène. J'étais seulement conscient de OK, here I am, let's do this, OK, it's over. Parce que être sur scène, là, ça prend pas de temps. Un set d'une heure, je passe dans 2 minutes. Et, c'est intemporel. Mais l'expérience, est-ce que tu serais prêt à la répéter et est-ce que tu serais prêt peut-être même à participer à un prochain album avec le groupe? Ben, il faudrait que Flo me le demande. Je n'irais pas courir après. Excuse. Comme je l'ai dit, si un ami me demande quelque chose puis je suis capable de le faire, je vais me dire OK. C'est bon, parfait. Ça répond bien à la question. Si tu avais à nommer seulement une chanson des 7 que tu as fait avec Cryptopsy, la chanson que tu respirais le mieux, entre parenthèses, celle que tu faisais le plus triper sur scène? J'ai toujours bien aimé Football Fire. J'aime les textures vocales, le partage avec Flo, puis j'aime le riff. C'est une bonne tune. Elle, on la faisait tout le temps, celle-là. Some would come, some would go, mais elle était toujours là. On la gardait, je pense, pour, comment dire, le premier appel. On a fait ça en Australie, puis ça a bien été. Ils ont demandé d'autres appels, puis il nous restait plus de tunes. So, we got no more songs, we played them all. You know, so we got one. Oh, fuck, OK. Fait que c'était elle. On l'a joué 2 fois, puis là, pour le fun, on a même commencé on était des fans invités de Madness Rain, le one-man band. On a commencé à faire du Madness Rain, il n'y avait rien d'autre à faire. Quand même assez spécial. Par la suite, tu as partagé la scène, comme on a mentionné tantôt, avec un nouveau projet Rage nucléaire. Tu as participé, comme tu disais tantôt, surtout au deuxième album du groupe. Le premier, bon, ben, il était comme déjà fait et c'est ça, t'étais arrivé. Comment t'as trouvé ça, de faire partie on va dire, d'un groupe de All-Star, parce que c'était un peu un ramassis de tout, là, à gauche, à droite? Ça, j'ai bien aimé ça. C'est des bons gars. Alvatage puis Dark Rage. On faisait ça chez Alvatage tous les vendredis soirs. Je finissais la job. Pendant un bout de temps, pendant 1 an et demi, j'ai fait pas du télémarketing, là, mais du centre d'appel que j'ai détesté. C'est stressant, tabarnak. Puis pour faire du recording, je préférais ne pas manger, pour avoir rien dans l'estomac pour avoir plus de puissance, plus d'air. Donc, ça finissait vers minuit et demi, 1h du matin. Puis là, finalement, je pouvais manger quelque chose avant de me coucher. Donc, c'était pénible, là, mais le saveur en tant que tel, avec les deux, c'était vraiment satisfaisant. C'est le fun, c'est des bons gars. Puis, disons qu'il n'y a jamais eu la phrase « non, c'est pas bon, on fait autre chose ». C'est toujours « on va essayer ça ». Donc, c'est toujours « oui, voyons ce que c'est que ça donne ». Ça, c'est cool. Tu as participé à deux albums avec eux. Est-ce qu'un troisième opus est dans les cartons un jour ou l'autre? Non. Encore une fois, c'était des amis qui m'ont demandé de faire quelque chose, puis j'ai dit « all right ». Donc, j'ai fait le premier album, fait accompli, puis on avait commencé le deuxième. Et puis, eux autres, ils n'avaient jamais été sur ce que eux appelaient un gros label. Donc, ils ont utilisé le nom de Lord Worm pour promouvoir le projet. Puis, on s'est ramassé avec... Season of Mist? Season of Mist, yeah, that's it. En tout cas, puis le contrat était 90 pages, puis il fallait signer toutes les pages, puis initialiser, puis initial là, puis ça c'était pénible. Puis il voulait des photos d'un certain grain, puis il fallait que ça soit comme ci, comme ça. Puis là, les deux autres, c'était, ouais, les gros labels, c'est pas le fun pantoute. Puis là, ils ont pris le premier album comme qu'il était, puis on demandé, les autres, ils demandent pas des albums, ils demandent des options. Donc, c'est un album plus 2 options. Puis on a dit non, une option. One more and that's it. On dit correct. C'est ça le deuxième album. Mais là, t'es pogné avec un contrat comme Crypto avec le Century Media, 7 albums. T'sais, au début, ils ont confiance en nous, c'est le fun, mais wait a couple years. C'est plus fun. Donc, c'est que t'as une pression d'offrir un produit, hein? C'est ça. Puis ils nous ont donné 1 an à le faire.
Ouf. Puis ça a pris 1 an. Enfin, ces 8 tonnes-là, pour qu'ils soient de cette envergure-là, ça a pris 1 an. Est-ce que tu es fier de ce projet-là? Est-ce que, selon toi, c'est un projet qui a eu assez de visibilité ou il a manqué de visibilité? C'est pas qu'il a manqué de visibilité, c'est qu'on savait dès le début qu'on pourrait pas faire de tournée. L'un était père de famille, l'autre avait de l'arthrose au doigt, il restait moi. Puis notre drummer qui restait en Suède, c'est Fred Viddigs de Murdoch. Donc, on n'aurait pas pu faire de tournée. J'avais dit en entrevue une fois que si jamais la chose était possible, sachant que c'était impossible, on aurait aimé tourner avec Commandant puis Possessed. Puis on a entendu parler justement des 2 bandes. Oh yeah, you want a tour? I'd love to, mais on peut pas. Que veux-tu? Sorry. Donc, c'est pas un manque de visibilité. On savait qu'on resterait à peu près invisible. Mais au moins, la critique était bonne. Comment tu vois la suite de ta vie avec la musique? Est-ce qu'il va y avoir un autre chapitre? Est-ce que pour toi, c'est un chapitre qui est terminé? C'est quoi l'héritage de Lord Worm? Oh, c'est pas terminé. J'ai fait une couple de projets avec Mike DiSalvo. J'ai fait 2-3 tunes avec lui, avec un groupe allemand, Coma Cluster Void. Ça fait 2-3 ans de ça. J'ai fait du backing avec lui sur la band Acurion aussi, là 2 étés de ça. Si jamais, lui il est toujours dans la scène, donc si jamais il me demande de faire des backings avec lui ou du co-lead, je vais le faire. Parce que c'est un ami, puis je dis oui à mes amis. Donc le chapitre n'est pas clos, c'est juste que I just put a bookmark in it for now, and I'm not reading right now. Est-ce que la musique et de monter sur scène, ça te manque? Non. Non, j'ai jamais aimé ça. C'est peut-être intemporel, mais j'aime pas ça. Je le fais pour aider mes amis qui ont besoin de mes services. Mais en tant qu'activité, non. J'ai quasiment le goût de te donner les derniers mots d'entrevue pour tes fans, parce que sont nombreux. Quand tu montes sur scène, ils sont toujours là. Les gens aiment le personnage de Lord Worm. Les gens aiment t'entendre chanter. Les gens se sont attachés à toi, à ta musique, à ta parole, à ta voix. Qu'est-ce que tu leur dirais? Oh, thank you. En toute humilité, merci. Mais that's it. C'est gentil de m'aimer, j'apprécie. Mais que veux-tu? It's not my thing. L'important, c'est que je pense que les gens ont toujours apprécié ta voix, ton talent, puis merci d'avoir donné de si beaux moments à la musique, puis je suis convaincu qu'on va continuer à t'entendre quelque part. J'ai l'impression que la légende continue de s'écrire, puis va continuer de s'écrire encore quelques années. Ben, justement, dernièrement, j'étais au Festival mondial de la bière avec un ami. Je suis allé me chercher une bière, puis rester à table avec une demoiselle qui est devenue un ami aussi. Puis, il lui a révélé qui j'étais. Elle a commencé à rire. Elle a pris son iPhone ou Android ou je sais pas qu'est-ce qu'elle a. Elle est allée faire ses recherches, puis ouais, elle m'a comparé avec la photo. Ouais, that's you, all right. Yeah. Elle a commencé à rire. I saw you. Oh my God. Puis elle était toute petite dans le temps. Elle m'a vu jeune, puis là, ben, j'étais en cinquantaine. Elle approche de la trentaine, puis elle m'a vu étant une petite fille. So, fuck, I'm old. C'est quand même plaisant de voir que les fans te suivent partout. Ils sont toujours là au Mondial de la bière, tout le temps. Je les vois tous les années, puis c'est toujours un petit salut. All right. Dan Greening, un gros merci pour ton temps. J'apprécie grandement l'opportunité de t'avoir parlé, puis au plaisir. Thank you, sir. Appreciate it.